Chapitre 21. Gigue. J'appartiens à la fronde, chante une voix joyeuse dans ma tête lorsque j'ouvre les yeux. La veille au soir, Madame Thérèse n'y a vu que du feu, et ce matin je ne ressens plus aucune courbature. Je repousse les épaisses couvertures, tel un papillon sortant de son cocon, prêt à s'envoler. Les papillons, je les perçois aussi dans mon ventre, en repensant à Tristan et aux baisers que nous avons échangés la veille avant de nous quitter. Je me sens forte de sa force et de celle des partisans innombrables que j'imagine grouiller dans les ombres de la cour. Maman, papa, Valère et Bastien, regardez-moi. Je marche dans vos pas, j'appartiens à la fronde. Jusqu'à présent, je n'avais jamais imaginé survivre à mon attentat contre le roi. Je pensais que le mot « liberté » gravé au revers de la montre à gousset de ma mère n'était qu'un mirage. Mais maintenant, je me prends à rêver du monde d'après. Un monde libéré de la dîme, du parquage et du couvre-feu. Je m'imagine chevauchant avec Tristan dans les vastes forêts des Ardennes dont il m'a tant parlé. Et plus loin encore, vers ces contrées lointaines que j'ai toujours voulu explorer. Sa solitude, en rencontrant la mienne, a tout chamboulé. Au petit déjeuner, le nom de Laroncière est sur toutes les lèvres. Le réfectoire bruisse de la rumeur du retour du disparu dans l'aile des garçons. Son histoire de somnambulisme semble avoir convaincu, en l'absence de toute autre explication sur sa disparition pendant 48 heures. Une part de moi brûle de dévoiler la vérité à Naoko, mais je me tais. J'ai juré à mon complice de ne rien dire. C'est plus sûr pour lui, pour moi, et même pour Naoko. Du reste, avec la malbouche, elle a déjà un secret bien assez lourd à porter. À la fin de la journée, après la toilette du soir, je m'empresse de dévaler le grand escalier avant tout le monde, impatiente de retrouver Tristan dans la salle de gala. Mais une voix résonne dans mon dos, me figeant net en bas des marches. « Diane ?» Je me retourne vivement. C'est Poppy, elle aussi en avance pour le souper, à moins qu'elle ne m'ait suivie. « J'espère que tu te sens mieux », murmure-t-elle. C'est la première fois qu'elle m'adresse la parole depuis la chasse à courre, après m'avoir ostensiblement boudée. Je ne tiens pas à savoir pourquoi. Pour les quelques jours qui restent jusqu'à la gorgée du roi, toute mon attention doit être focalisée sur mon unique objectif. Ça va, je lâche, sur la réserve. Encore un peu enrhumée, mais ça va passer. Cette rivière devait être pleine de miasmes particulièrement virulents pour vous mettre dans un tel état, Laroncière et toi. Quand on y pense, cette crise de somnambulisme, c'est fou ce qui lui est arrivé. C'est fou, oui. Mais maintenant, il paraît qu'il va mieux. Et moi aussi. Je préférerais en rester là et éviter de parler de Tristan. Je n'ai rien à gagner à prolonger une conversation où je risquerais de trop en dire. Mais Poppy n'en a pas fini. « Je suis désolée de m'être comportée comme je l'ai fait depuis la chasse, » dit-elle. « Quand tu m'as vu cracher du sang dans mon mouchoir, j'ai pris peur. » « Peur de quoi ?» je rétorque en haussant les épaules. « Je ne suis pas un vampire. J'allais pas me ruer sur ton mouchoir pour l'avaler goulûment. » Je tourne les talons pour rejoindre la salle de gala, mais elle m'attrape par la manche de ma robe de dama. « Et attention !» je m'écrie. « C'est un présent du roi !» À la vérité, je me fiche de cette robe comme de l'an 1000, mais je ne peux pas laisser Poppy déchirer ma manche et exposer la marque de la saignée. Je la laisse m'entraîner sous le grand escalier, dans un recoin sombre où sont rangés seaux et balais. Ici, nul ne peut nous voir ni nous entendre. « J'ai eu peur que tu me dénonces, voilà ce qui m'a glacée, » précise-t-elle dans un murmure. « Dis-moi, as-tu parlé à quiconque de ce que tu as vu ?» Dans la pénombre de l'alcôve, le visage de Poppy affiche une expression anxieuse. Son teint me semble plus blafard que jamais. Ni le rouge sur ses joues, ni le noir sur ses yeux ne parviennent plus à colorer sa peau exsangue. Je sens qu'une angoisse profonde la travaille. « Je n'ai rien dit à personne », je lui assure. Ses traits se détendent légèrement, et elle relâche enfin la manche de ma robe. Là-bas, derrière les murs de la grande écurie, les coups répétés du tocsin annoncent la tombée de la nuit. « Merci, darling », soupire-t-elle, après que le dernier coup a retenti. « Je préfère que les professeurs ne sachent pas que je suis tuberculeuse. » Elle prononce ce mot du bout des lèvres, tel un secret honteux. Tuberculeuse ?
Je connais cette terrible affection qui ronge les poumons à petit feu. Les villageois atteints de ce mal, à la Butora, étaient ostracisés. Seul mon père osait les toucher avec compassion, s'efforçant d'alléger leurs symptômes avec de la poudre de pulmonaire officinale, à défaut de soigner leur mal incurable. Je pensais que la tuberculose était une maladie de pauvres roturiers. Jamais je n'aurais imaginé qu'une noble demoiselle puisse en être atteinte. « Tu es sûre ?» je murmure, repensant à la toux chronique de Poppy, à son teint blême et à ses crachats sanglants qu'elle voulait tant me cacher. Elle hoche gravement la tête, agitant son haut chignon. Toute ma famille est touchée. Le nom des Castle Cliff a beau être glorieux, notre domaine croulant l'est beaucoup moins. C'est un château perclus d'humidité, au fin fond du comté de Combray, coincé dans un couloir de falaise entre l'Écosse et la mer d'Irlande. Il se dresse sur une terre marécageuse d'où remonte la pestilence qui infecte les miens depuis des générations. Son regard se voile. Cette maudite maladie m'a déjà pris mes 2 frères aînés. J'en reste sans voix. Le parallèle avec ma propre situation me foudroie. À cet instant, un tonnerre de talons éclate au-dessus de nos têtes, ceux des demoiselles descendant le grand escalier pour aller souper. Le vacarme fait résonner l'alcôve de marbre froid où nous sommes retranchés. Bâillement de fatigue après la longue journée de cours, excitation de retrouver les garçons, angoisse des épreuves de sélection qui approchent. Tout cela passe au-dessus de nous, tel un orage, au milieu duquel tonnent les admonestations aiguës de Madame Thérèse. Mes parents devaient penser que je ne vivrais pas longtemps quand ils m'ont baptisée Proserpina. Reprend l'anglaise une fois que le groupe s'est engouffré dans la salle de gala, rendant le grand escalier au silence. Ils m'ont donné le nom d'une jeune fille enlevée par Pluton, le dieu des morts, certain que la maladie me faucherait avant mon 18e anniversaire. Si tu savais comme je déteste ce prénom. Son visage se crispe sous son maquillage charbonneux. Je préfère infiniment le surnom Poppy. Tu sais ce que ça signifie ? C'est une espèce de fleur, je murmure. Mes souvenirs des cours d'anglais de maman se heurtant à l'émotion de cette confession chuchotée. Une marguerite ? Un coquelicot. Une mauvaise herbe qui persiste à pousser en marge des prés et dans les terrains vagues, là où on ne l'attend pas. Une fleur aux pétales rouge sang, comme les taches qui maculent mes mouchoirs. Une plante éphémère aux couleurs de la vie. Elle me prend la main et la serre fort. Jusqu'à présent, j'ai résisté de toute ma volonté au dieu des morts. Mes frères lui ont rendu visite avant moi. Même si je les chérissais, je ne compte pas les rejoindre de sitôt. Parce que j'aime la vie, moi. Je l'aime passionnément. L'appétit de vivre de Poppy m'éclate au visage, tragique. Ses coups de gueule, son verbe haut et vibrant, ses tenues provocantes, ses multiples aventures avec les garçons. Elle joue une course contre la montre, contre la mort. Voilà pourquoi j'ai appris le français avec assiduité, me confie-t-elle, parce que c'est la lingua franca de la Magna Vampiria et le passeport pour le monde. Voilà pourquoi je me suis portée volontaire pour venir représenter l'Angleterre à Versailles, pour m'échapper de Castle Cliff. Et voilà pourquoi je veux tant remporter la gorgée du roi, pour être guérie avant de succomber à mon tour. La rumeur veut que le sang de l'immuable prolonge la jeunesse des mortels qui le boivent. Je pense à voix haute, me remémorant ce que m'a expliqué Naoko. Et on dit aussi qu'il soigne toutes les maladies, telle une panacée. Complète Poppy, dans un fervent murmure. Après quelques années de service auprès du roi, je partirai loin de Versailles et de ses pompes, loin de Castle Cliff et de ses miasmes. À la proue d'un navire, m'emmenant vers les Amériques, respirant les embruns à plein poumon. Ses yeux brillent un peu plus fort à l'évocation de cet avenir fantasmé. Et bien sûr au bras de Zacharie, mon bel Américain. Ce serait quand même bête que je claque avant d'avoir pu vivre mon histoire avec lui, pas vrai ? Elle pousse un long soupir sifflant, qui remonte de sa poitrine secrètement rongée par la tuberculose. Pendant des années, j'ai réussi à masquer à peu près les symptômes en mâchant de la gomme infusée à la morphine, dit-elle. Ça calme la toux et ça apaise la douleur. Mais chaque mois, je m'essouffle un peu plus vite. Et ces dernières semaines, je me suis mise à cracher du sang. Si le grand écuyer venait à apprendre ma condition, j'ai peur qu'il m'interdise de concourir à la gorgée ou qu'il demande à la faculté de me soigner. Et ça, je ne le veux pour rien au monde. Tu sais ce qu'on dit de ces serpents à collerette. Leurs fichus remèdes sont pires que le mal. Elle aimait ce petit rire sardonique qui n'appartient qu'à elle,
se reprenant de justesse avant qu'il dégénère en quinte de toux. Derrière les croisées, la nuit est complètement tombée. Les lustres du couloir se reflètent dans le verre dépoli et font flamboyer le regard fiévreux de Poppy. « Je suis touchée que tu me confies tout ça, » lui dis-je. « Et une fois encore, je te promets que je garderai tout ça pour moi. » « Quant à la gorgée du roi, je ne te demande pas de te désister, » me coupe-t-elle. « Je sais que nous sommes concurrentes et que nous le resterons jusqu'au 31 octobre. Ce n'est pas pour susciter ta pitié que je t'ai raconté mon histoire. C'est pour te demander de la jouer à la loyale, de m'affronter dans les épreuves comme n'importe quel autre rival, sans utiliser mon secret pour me poignarder dans le dos. » Elle plonge ses yeux noirs dans les miens. « Contrairement à cette parvenue d'Hélénaïs, je sens que tu as un vrai code d'honneur. La manière dont tu as réagi l'autre soir, pour défendre cette servante qu'on saignait plus que de raison, l'a prouvé à mes yeux. Les valeurs chevaleresques sont inscrites depuis des siècles dans le noble sang des Gastefrisch, tout autant que dans celui des Castlecliff. Poppy ne pourrait se tromper davantage lorsqu'elle évoque la noblesse de mon sang. Quant à ces valeurs chevaleresques dont elle se targue, elle n'empêche guère la noblesse d'écraser le Caréta. « Je t'ai promis que ton secret était en sécurité avec moi, » dis-je en baissant les yeux. « Allons, maintenant, rejoignons le réfectoire avant que Madame Thérèse ne se rende compte de notre absence et pique une crise de nerfs. » Elle hoche la tête et glisse dans ma paume un petit sachet de soie à la surface bosselée. Ce sont des boules de gomme à la morphine. Elles sont souveraines contre la toux. Si tes bronches sont encore un peu prises, cela t'aidera à surmonter les derniers symptômes. Mais attention, la morphine est un puissant calmant. Ne mâche pas plus d'une boule toutes les 4 heures, sans quoi tu tomberas dans les vapes. Je prends le sachet sans mot dire. Fille d'apothicaire, je connais la morphine. Mon père m'a appris que c'était un antidouleur rare, 1000 fois plus efficace que l'écorce de saule blanc, 1000 fois plus dangereux aussi. Lui-même n'en conservait que quelques grammes précieux dans son apothicaire, qu'il n'utilisait que pour les patients les plus sévèrement atteints, et toujours avec la plus grande parcimonie. Ceux qui ont recours à la morphine tous les jours ne peuvent bientôt plus s'en passer. Qui l'eût cru? Poppy, la fière Amazone dont tout envie la liberté, est en réalité une esclave de la drogue.